m'a été envoyé, c'était de présenter en fait les points suivants, les avantages, les contraintes, les pathologies clés et les défis concrets de cette spécialité. Je suppose que de par les interventions, après chacun se fera l'idée donc du choix de la spécialité, comment choisir sa spécialité comme le thème était intitulé. Et donc voilà, j'espère répondre en tout cas aux différentes inquiétudes et questions de tout un chacun. Pour ma part, pour commencer, je vais en tout cas tenter de donner une définition de la médecine interne, qui est d'ailleurs la plus grosse difficulté des médecins internistes eux-mêmes. C'est pour certaines spécialités en fait qui dépassent un peu le cadre de la médecine d'organes. Et pour ceux qui ont eu la chance en tout cas de faire certains stages, d'assister à certains congrès de médecine interne, cherchant à définir en fait la médecine interne, ils se rendront compte qu'il y a habituellement deux auteurs qu'on cite très souvent. C'est le premier que je fais intervenir, c'est donc un médecin interniste français qui disait que, voilà, je le cite, hein, que le spécialiste en médecine interne, c'est la contrepartie naturelle de l'excès de spécialisation, celle qui se veut rassurante, intellectuellement confortable et qui permet un peu de frais d'être le référent scientifique dans un domaine étroit. Le deuxième auteur que les gens aiment citer aussi, c'est un savant, Blaise Pascal, qui dit en substance que puisqu'on peut être universel et savoir tout d'une chose, il est peut-être plus intéressant en fait de savoir quelque chose de tout. La plupart des internistes, en tout cas, qui tentent de donner une définition, se retrouvent dans ces citations-là, parce que justement, la médecine interne est celle qui essaye en fait d'aborder un peu tout de la pratique médicale. Je précise bien que c'est le versant médical, hein, pas chirurgical, voilà. Donc, pour ce qui concerne la médecine interne, les conditions d'accessibilité, je prends le cas de l'Afrique, c'est qu'il faut déjà avoir un diplôme de médecine générale, comme toute spécialité. C'est peut-être pas forcément le cas dans certains pays comme la France qui considère la médecine générale comme une spécialité déjà. Donc, pour ce qui est dans le contexte africain, il faut avoir le diplôme de médecine générale et ensuite déposer son dossier pour l'accès. Le cas du Burkina Faso, il faut passer par un probatoire et c'est une spécialité qui dure en gros entre 4 et 5 ans. La, la maquette de cette formation et comme toutes les autres spécialités, il y a une partie théorique qui est assez transversale pour ce qui concerne la médecine interne. Vous aurez des cours en fait qui abordent les choses de façon globale. Vous aurez par exemple des cours sur les adénopathies, les cours sur l'amaigrissement, les cours sur la fièvre. Donc c'est une démarche en fait qui amène le médecin en formation à prendre les choses de façon globale et à établir une démarche diagnostique pour aboutir à des étiologies qui peuvent toucher n'importe quelle spécialité et pouvoir faire une orientation. Le deuxième volet de cette spécialisation, de cette spécialité, c'est aussi les stages pratiques. La particularité de la médecine interne, c'est que vous aurez des stages de spécialité. Donc, par année, vous avez une période où vous restez dans la spécialité en médecine interne et vous avez en fait une autre partie, ce sont des stages hors spécialité. Donc, par exemple, le cas du Burkina Faso, il y a des services qui sont obligatoires. Par exemple, je prends vaguement la première année où on est obligé de passer par les services de rhumatologie et de réanimation. Et au fur et à mesure, il y a d'autres dans les autres années, en fait, il y a des stages obligatoires. À côté, en fait, il y a une liberté qui est accordée aux médecins en spécialisation de choisir des spécialités. Donc, pendant le parcours, en fait, on a la possibilité d'aller dans un service selon ses préférences, selon son attirance, ses affinités pour telle ou telle spécialité. Donc, en gros, c'est une spécialité qui reste quand même un peu, la composition reste au choix, en fait, du médecin. Le point sur les avantages, je préfère les combiner en même temps avec les pathologies clés de la spécialité. C'est en fait cette spécialité qui permet d'accentuer en fait le sens clinique et l'esprit de synthèse du praticien.
La médecine interne est cette spécialité qui prend en charge les pathologies de façon variée à partir du moment où cette pathologie touche plusieurs organes en même temps, ou alors si le patient présente en fait plusieurs pathologies qui s'intriquent. Donc en ce moment, en fait, on va faire appel à un médecin qui prend la chose dans sa globalité et qui va établir assez efficacement un plan diagnostique, thérapeutique, de faire le lien entre les choses chez un patient qui souffre voilà, de polypathologie ou d'une pathologie qui touche plusieurs organes à la fois. Donc, de par donc, cette approche-là, la spécialité de médecine interne prend un grand nombre de pathologies, que ce soit les pathologies auto-immunes, les pathologies inflammatoires, systémiques, ou même des pathologies générales lorsqu'elles touchent plusieurs organes à la fois. L'interniste est aussi celui qui se place en relais, par exemple, du pédiatre lorsque l'enfant dépasse l'âge en fait de la pédiatrie pour certaines pathologies génétiques, etc. Donc, il intervient aussi à ce niveau-là pour la suite de la prise en charge. Il est important en tout cas de préciser que ça ne se permet pas de dire que l'interniste est le spécialiste de toutes les spécialités. Non, il faut laisser la place en tout cas aux spécialistes de chaque organe lorsque le problème relève bien évidemment d'une spécificité quelconque. Les avantages aussi sont au niveau de la recherche et de l'enseignement. Les médecins internistes sont des grands acteurs, en tout cas, de la formation, de l'enseignement et de la recherche, qu'elle soit fondamentale ou clinique. Et il est habituel de voir que c'est souvent à eux qu'on confie en fait les formations sur la sémiologie. C'est d'ailleurs la base en fait de la pratique en médecine interne, la sémiologie et certains cours de pathologie déjà pour des pathologies où il n'y a pas assez de spécialistes qui peuvent s'intéresser ou lorsqu'ils en font en fait un exercice particulier. Parce qu'il y en a qui font de la médecine interne à orientation d'organes, donc ils peuvent s'intéresser particulièrement à un domaine quelconque et en faire leur domaine de prédilection. Le cas, par exemple, de WADA, c'est que la plupart d'entre eux sont souvent en fait à orientation endocrino-diabéto ou infectio, voilà. Il y a un autre avantage de la spécialité aussi, c'est que c'est un service en fait qui est de plus en plus obligatoire pour les stages de spécialité. Nous, à Ouaga, on avait l'habitude de recevoir des 2S de cardio, des 2S de néphro, qui passaient en fait dans ce service, des DS ouais, cardio, néphro, qui passaient dans le service en fait dans la maquette de leur formation. Et même pour la formation des médecins généralistes, c'est de plus en plus en fait un site de stage obligatoire avant la fin de la formation. Donc, ça reste un avantage de la spécialité qu'il faut préciser. Pour le point contrainte de la spécialité, bon, après, comme toutes les spécialités, ça prend du temps, c'est chronophage, mais encore plus parce que de par ces objectifs très ambitieux d'être global, de toucher toutes les spécialités, le médecin en formation en médecine interne doit être en fait en perpétuelle formation. On les appelle des étudiants de la vie. Donc, il faut faire des formations continues, s'inscrire, réviser les choses parce que vous vous rendez compte, vous savez très bien que si vous laissez un aspect, en fait, pendant un bon moment, vous commencez à oublier. L'autre contrainte de la spécialité, c'est que c'est une spécialité qui est essentiellement clinique. Donc, à la différence de certaines spécialités, je cite à tout, au pif, en fait, la cardiologie, par exemple, où au cours de la formation, on peut vous apprendre à faire l'écho ou l'entéro-gastro, où on peut vous apprendre à faire la fibroscopie. La médecine interne, de base, en fait, ne vous forme pas forcément, en fait, à faire un acte complémentaire. Donc, pour ceux qui cherchent une spécialité où on peut faire un geste s'il y a d'autres attentes derrière, en fait, c'est pas systématiquement la bonne spécialité parce qu'elle est essentiellement clinique. Après, il y a la situation en fait de surspécialisation où on peut aller, et j'en connais beaucoup, on peut apprendre à faire des infiltrations, des échographies, qu'elles soient localisées à un organe. Il y en a qui peuvent faire des échos cervicales pour la thyroïde ou des échos articulaires, etc. C'est possible. Mais la formation de base ne prépare pas systématiquement en fait
à ces gestes-là. C'est une spécialité qui est essentiellement hospitalière, même s'il y a de plus en plus en fait des internistes qui s'installent dans les cabinets, qui font des consultations dans les cliniques. C'est souvent en fait des spécialistes qui ont une orientation particulière. À Ouaga, par exemple, si vous dites médecine interne en ville, dans les cabinets, en fait, dans les cliniques, c'est essentiellement pour les consultations diabéto, voilà. Donc, ça peut constituer pour ceux qui visent en fait le privé, ceux qui ont des objectifs un peu d'argent, je préfère être cru. C'est pas la meilleure des spécialités parce que vous allez prendre du temps. Si on vous oriente les patients pour une consultation de médecine interne, c'est que bon, vous allez perdre du temps sur l'examen clinique déjà et pendant ce temps, si on prend en fait toutes choses étant égales par ailleurs, une spécialité comme la cardio, vous pouvez faire un ECG, vous pouvez faire une échographie, donc elle reste essentiellement clinique. Il y a un autre inconvénient, c'est que comme c'est une spécialité qui rentre un peu partout et que l'interniste peut s'intéresser à divers domaines, en fait, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils peuvent s'intéresser à une spécialité, à des pathologies qui sont un peu délaissées et prendre en fait en charge. De plus en plus, on rencontre un peu de conflits avec les autres collègues spécialistes qui finissent par venir. Et malheureusement, au lieu que cette divergence ou cette pluralité d'opinions sur la chose via l'IR de la spécialité d'organes ou de la médecine interne puisse être à l'avantage du patient, les gens finissent par se rentrer dedans en fait en disant oui, ils sont en train de prendre notre voilà. Donc il y a de temps en temps des conflits entre spécialistes. Mais je pense que de plus en plus, ça commence à être un point où les gens mettent ensemble pour avancer. C'est une spécialité qui est méconnue même de certains médecins et encore plus en fait le grand public. Donc c'est une contrainte aussi pour l'exercice et pour la spécialité globalement. Pour ce qui concerne donc en ce qui concerne les opportunités, alors ça j'ai envie de dire que c'est clair que les opportunités d'emploi quand on est interniste c'est indiscutable. C'est des spécialistes qui peuvent facilement en fait se retrouver dans plusieurs domaines. J'en ai fait moi personnellement, je l'ai expérimenté quand je suis arrivé pour le DFMS. J'ai pas eu beaucoup de difficultés en tout cas à m'intégrer dans un premier temps dans un service de médecine polyvalente, médecine interne, et ensuite dans un service de gériatrie. Je me retrouvais en tout cas assez facilement avec une intégration qui est un peu facile, voilà. Pour ce qui concerne l'enseignement, pardon. Pour ce qui concerne l'enseignement et la recherche, oui, ça aussi, et on peut s'intéresser à plusieurs domaines. Quand on était en tout cas dans la recherche, on a des internistes qui peuvent s'intéresser à une pathologie, même d'une autre spécialité, aller s'intéresser à la recherche en dermatologie, à la recherche que ce soit en néphrologie, etc. Et l'enseignement, il est toujours ouvert. Pour ceux qui pensent que peut-être en finissant, ils peuvent finir dans les ONG, oui, on prend habituellement assez facilement, en tout cas les internistes dans les ONG. J'en connais beaucoup qui sont dans les ONG plus en charge de VIH, malnutrition, l'obésité, etc. Et même dans certains domaines qui peuvent vous paraître assez curieux, c'est comme la coordination, par exemple, de la médecine d'urgence au Burkina Faso, c'est assuré par le professeur Maquet, qui est un de nos professeurs, mais qui est Vous interne. m'entendez? Oui, Ah, ok, merci. donc les défis je termine donc par les défis de la spécialité. C'est pour moi, ça reste le fait que ce soit une spécialité qui est très très méconnue. Je ne sais pas si le grand public il est tchadien ou africain, mais je pense que c'est un peu pareil. Je prends le cas du Tchad, c'est que aujourd'hui, à l'heure où on parle, en fait, je pense qu'on n'a que 3 internistes au Tchad. Aux derniers échanges que j'ai eu avec un confrère aîné de la discipline, il me disait qu'il y avait que trois internistes au Tchad. Donc c'est un défi à relever. Au niveau donc même des internistes, c'est d'essayer de vulgariser la profession, la spécialité auprès des collègues, auprès de la population générale,
que oui, les politiques essayent de valoriser cela en instaurant donc les bourses de spécialisation, de s'organiser éventuellement en société savante pour faire connaître la spécialité par des travaux scientifiques, de recherche et d'enseignement. Et un autre point, peut-être un point très important aussi, c'est que si un jour on arrive à avoir plusieurs spécialistes en médecine interne, pourquoi pas, faut relever, c'est de s'organiser en fait dans un domaine particulier, un peu à l'image de la France où on a en fait des services de médecine interne qui sont labellisés, qui sont des centres de référence pour une prise en charge quelconque. On a par exemple les centres de référence de prise en charge des cytopénies auto-immunes que je connais très bien ici avec le professeur Marc Michel. On a des centres de prise en charge labellisés en fait en maladies rares à Caen, etc. Donc ça peut être très intéressant et éviter en fait les accrochages entre les spécialistes. Voilà, dire qu'ils sont en train de prendre nos trucs, mais on peut s'organiser autour d'une spécialité et faire développer la chose. Ça peut être peut-être le rêve en tout cas qu'on puisse avoir. Donc, en conclusion, pour moi, ça reste une spécialité très intéressante à faire. Tant que ceux qui m'écoutent, en fait, ceux qui souhaitent diversifier leur pratique, essayer d'être clinique, rentrer dans plein de pathologies, répondre aux problèmes de la société, participer à l'enseignement et à la recherche, et qui pensent que voilà, on peut faire la médecine sans regarder juste par un organe, mais collaborer avec les autres spécialistes d'organes pour la population, pour le bien-être des populations. En tout cas, ça reste l'une des meilleures spécialités à faire. Je pense m'arrêter là et en tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas, on pourra répondre au fur et à mesure. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Kodenga, pour cet exposé qui est vraiment riche et inspirant surtout. Vous avez mis en lumière des aspects très essentiels de la médecine interne, notamment les objectifs, les conditions d'admission qui dépendent surtout des pays, le déroulement des stages, les avantages, les pathologies clés, mais surtout complexes dans le cas des médecines internes. Vous avez aussi souligné les contraintes et le besoin d'être en formation continue. Vous avez également parlé des opportunités qui s'offrent aux médecins internistes malgré que cette spécialité qui est assez encore méconnue tant du professionnel de la santé que du grand public. Merci beaucoup, docteur Kodenga. Maintenant, avant de passer à la seconde intervention, je rappelle aux participants, j'encourage vivement de poser les questions dans le chat box au fur et à mesure de la présentation, afin que nous puissions y revenir à la fin des interventions. Et merci pour vos réactions. Maintenant, sans plus tarder, nous allons passer maintenant à notre second intervenant, le docteur Hassan Diaby, qui est DS en spécialisation en hématologie clinique à Dakar. L'hématologie qui est une spécialité qui allie beaucoup à la fois recherche, la biologie et la clinique et qui joue un rôle essentiel également dans le diagnostic et le traitement des maladies du sang. Docteur Diaby va nous parler de son parcours et des spécificités de cette discipline qui est vraiment très passionnante aussi. Docteur Diaby, vous avez la parole. Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est vraiment avec un grand honneur de m'avoir associé au panel de ce soir pour un peu parler du choix de la spécialité. Et avant de rentrer dans le vif sujet, je voudrais quand même dire que le choix de la spécialité est d'abord personnel, d'abord en premier lieu, parce que c'est d'abord le médecin de déterminer ce qui lui suscite le plus, ce qui l'attire le plus à faire ce choix de la spécialité. Et je dirais en deuxième lieu aussi l'aptitude aussi, là où il sait que il pourra aussi s'en sortir. Parce que ça aussi c'est très important. Et en troisième lieu aussi, par rapport aux charges de travail. Ça dépend aussi, parce qu'il y a certains
qui ne peuvent pas peut-être assimiler certaines charges de travail ou le choix de certaines spécialités. Comme l'a dit mon prédécesseur, par exemple, la médecine interne, c'est aussi beaucoup d'exigences dans le travail, dans les gardes, dans le suivi des malades. Et puis, c'est dans ce cadre qu'il faut vraiment d'abord, en premier lieu, avoir ces trois paramètres en tête, savoir ce qu'on a envie par rapport à sa spécialité. OK. Je reviens dans mon domaine, merci. Je vais parler brièvement de l'hématologie clinique que le modérateur a eu même à introduire. C'est une science de la spécialité médicale avec l'une des dernières à sortir de la médecine interne. Si peut-être mon prédécesseur vous dira la même chose, parce qu'auparavant, c'est l'une des dernières spécialités de la médecine. Elle s'en charge dans le diagnostic et le traitement et la gestion des maladies du sang. Ça, c'est très important à savoir. Et pour élaborer ce travail, moi, je l'ai réparti en 5 sous-chapitres parce que c'est très important. Il faut que chacun arrive à comprendre qu'est-ce que en hématologie je dois faire une fois arrivé, quelle charge de travail, quelle pression je dois le subir. Parce que c'est très important de détailler ça. Et j'aimerais en premier sous-chapitre toujours rappeler d'abord le choix de la décision, par exemple, de faire l'hématologie. Parce que l'hématologie, comme on l'a dit en premier lieu, j'ai dit, c'est l'interconnexion entre la clinique et la biologie. Et voilà. C'est-à-dire, vous êtes entre un clinicien et le biologiste. Vous gérez le labo, savoir interpréter tout ce qui est examen hématologique, savoir faire des conduites à tenir biologiques et connaître aussi les conduites à tenir cliniques avec des maladies comme chroniques qui peuvent être comme les lymphomes qu'on rencontre, les anémies, les troubles de l'homostase, plusieurs maladies comme je viens de les citer ont besoin d'un suivi clinique et biologique. Et en deuxième plan, c'est d'abord le travail. On doit aimer ce qu'on doit faire. Ça, c'est très important. Parce que là-bas, on aura des malades que peut-être on pourra les suivre même pendant 10 ans, 15 ans. Donc, des fois, on sera face à ces malades, on aura beaucoup de réflexions cliniques, beaucoup d'interprétations, d'analyses et des recherches qui sont toujours... On doit toujours faire des recherches, ça veut dire, je voudrais dire. Donc, on doit toujours être mis à jour, puisqu'il y aura des protocoles qui ont été utilisés en 2022 qu'aujourd'hui, en 2024, qu'on ne doit pas utiliser pour, par exemple, le traitement de certaines pathologies malignes, donc ainsi de suite. Et en troisième plan, je dirais sur le plan aussi psychologique. La spécialité implique souvent le suivi au long cours. Cette spécialité, l'hématologie, mais aussi des situations lourdes, comme je l'ai dit, les malades qui arrivent, qui sont leucémiques, qui sont drépanocytaires. Donc, il faut être vraiment à l'aise avec eux, c'est-à-dire avoir une bonne relation patient, parce que ce sont des contextes parfois difficiles. Voilà. Et dans le deuxième sous-chapitre, moi, je raconterai plus sur le plan de la nécessité académique. La nécessité académique en hématologie. Sur le plan formation. Par exemple, sur le plan formation, en première année, la spécialité d'hématologie, elle, en général, elle a 8 semestres. C'est-à-dire, elle est répartie sur 4 années. Pendant ces 8 semestres, vous aurez 6 semestres en service d'hématologie clinique, un semestre en médecine interne et un semestre en labo de biologie, c'est-à-dire dans la paraclinique. Ça, c'est la première répartition de la formation.
Et sur le plan polyvalence, c'est une spécialité que on doit maîtriser. L'anatomopathologie, l'immunologie, la cytogénétique, la biologie moléculaire, puisque toutes ces branches entrent dans le suivi et la prise en charge de nos malades. Donc, il est très important, par exemple, par rapport à l'anatomopathologie, par exemple, les cas de lymphome et autres, on doit faire la biopsie en appât pour voir comment ça se passe avant. Donc, l'étudiant en hémato doit avoir au moins une idée par rapport à cette spécialité. L'immunologie, on utilise certains produits immunologiques dans le suivi, le traitement de nos malades qui ont peut-être bien avant, comme les rhumatismes, qui ont répercuté en donnant des thromboponies, des pathologies auto-immunes qui s'est compliquées par des maladies hématologiques. Donc, c'est très, très important. Et en continu, je dirais les avancées sont rapides. En hématologie, les avancées sont rapides. Donc, il faut tous les temps être vraiment à jour. Ça, c'est le côté vraiment qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'études, beaucoup de mises à jour. Parce que vous prenez une présentation de l'année passée 2024, en 2025, vous verrez qu'il y a vraiment un grand changement, surtout dans la partie thérapie. La partie thérapie, il y a toujours des molécules qui viennent et au fur et à mesure, ça donne des bons pronostics par rapport à nos patients suivis pour les leucémies et autres. Je reviendrai sur le troisième point que je dicterai, le stage. Ce qui se passe au stage en hémato. Beaucoup plus nous, étudiants DS, nous sommes chargés de prendre en charge des malades qui ont des cancers de sang. Les malades qui sont suivis, par exemple, pour des pathologies chroniques comme la drépanocytose, l'hémophilie, ou bien des fois des malades myelohémateux. Donc, tout ça entre dans le cadre de notre prise en charge de tous ces patients. Et en deuxième lieu, à partir de l'hôpital, de la clinique, nous avons aussi l'aspect paraclinique. Par exemple, dans notre stage de labo, nous devons être capables de faire notre expertise sur l'hémogramme, reconnaître l'alerte, ou tirer un frottis pour voir s'il y a telle ou telle anomalie au niveau des liens. Ça, c'est très important. Et le deuxième, savoir interpréter l'hémostase. Ça aussi, ça fait partie de l'objectif de la formation au niveau du labo. Et connaître la cytologie, ça c'est très important. Après avoir tiré les lames dans les frottis, connaître aussi, différencier les cellules sanguines au niveau du microscope et détecter aussi certaines anomalies cytologiques qui peuvent automatiquement se répercuter sur le plan clinique et pouvoir conclure et faire un retour au clinicien pour qu'il améliore la prise en charge. Et j'aimerais aussi ajouter comme geste, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est vrai qu'en médecine interne, il n'y a pas assez de gestes, mais chez nous, en hémato, il est très important à un étudiant DS avant sa formation de savoir connaître, faire le médulogramme, faire une biopsie ostéomédulaire ou bien faire un prélèvement pour adénogramme. Ça, c'est très important. Ça fait partie des gestes que un étudiant, avant son cursus, il doit le faire. En quatrième sous-chapitre, je dirais le professionnalisme. Je l'ai, comment dirais-je, je l'ai étiqueté le professionnalisme parce que c'est très important. Qu'est-ce que la spécialité sur le plan émotionnel peut répercuter? C'est vrai que chez nous en hémato, sur le plan émotionnel, il faut être vraiment fort parce que nous avons aussi beaucoup de cas de décès, parce que beaucoup de maladies graves, des maladies qu'on suit sur la majorité sur le plan palliatif. Parce qu'aujourd'hui, dans nos plateaux techniques, jusqu'à là, dans nos structures, nous n'avons
pas encore mis au point les greffes de moelle et ce sont des moyens aussi très, très coûteux. Donc, c'est pas permis à tout le monde. Si on parle de greffe de la moelle, c'est parler de plus de 70 millions. Donc, nous essayons avec notre chimiothérapie pour permettre une espérance de vie à nos patients. Donc c'est ce qui fait qu'un malade, il est peut-être suivi sous chimio pendant 10, 15 ans, mais on sait que quand même, à la fin, c'est juste un traitement palliatif. Mais le vrai traitement, c'est une greffe, une allo ou bien une autogreffe qui lui permettra de mieux avoir plus, meilleure une espérance de vie. Et par rapport à la qualité de vie, comme l'a dit mon prédécesseur aussi, en hémato, c'est le travail intense, c'est les gardes. Voilà, c'est vraiment un taux de charge de travail et c'est aussi les urgences, puisqu'on a la partie urgence où on gère les crises vaso-occlusives des drépanocytaires, les syndromes thoraciques aigus, les syndromes d'hyperviscosité des malades qui sont suivis pour polyglobulie et autres. Donc, c'est vraiment, ça ne donne pas une bonne qualité de vie en tant que, quand on est DS. Quand on est DS. Et en dernier lieu, je dirais, en conclusion, je dirais, sur l'aspect décisionnel, par rapport au stage chez nous, sincèrement, le stage nous profite à mieux comprendre au quotidien, à mieux apprendre de nos maîtres, parce qu'avec eux, ils sont mieux formés, ils ont plus d'expérience par rapport à certaines pathologies. Donc, pendant le stage, nous apprenons plus. Et ça nous donne aussi l'opportunité de faire des échanges, des connaissances et voir aussi le parcours de tout un assistant, l'expérience de tous nos assistants, certains qui ne sont pas formés au Sénégal, certains qui viennent d'ailleurs. Donc, en grosso modo, je dirais que sur le plan pratique, c'est ça l'expérience. Et sur le plan aussi décisionnel, beaucoup plus en hémato, la décision, elle est soumise toujours à un staff général où nous discutons par rapport à la prise en charge de nos malades, par exemple leucémiques ou bien myélomateux ou bien nos malades avec des hémoglobinopathies ou bien des hémopathies malignes ou bénignes. Tous ces malades sont soumis toujours au staff afin que tous les assistants soient là et décident d'un bon protocole pour améliorer sa qualité de vie. Ok, je ne finirai pas sans parler des défis. D'abord, les défis restent d'abord... c'est une spécialité aussi qui est nouvelle, comme en début de ma présentation, je le disais, elle est l'une des dernières spécialités qui sortent de la médecine interne. Et aujourd'hui, même en Afrique, on en manque des hématologues. Et si aujourd'hui, je reprends le cas de l'Afrique centrale, on n'a aucune école jusqu'à présent qui forme dans le domaine de l'hématologie. Et même en Afrique de l'Ouest, sur les 10 quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, on n'a que 2 pays anglophones et 3 pays francophones qui forment en hématologie. Donc, c'est ce qui fait aussi cette rareté de cette spécialité. Elle n'est pas vraiment connue du public, c'est vrai, mais j'ai tenu vraiment à faire cette présentation pour que nos jeunes frères essayent de comprendre l'importance de cette spécialité et sa place dans la médecine interne. Et jusqu'à présent, dans les groupes, quand on discute, quand toujours il y a un cas d'hémato, la fin reste toujours un peu sombre
dans la tête de tout chaque médecin. Donc, c'est aussi important d'attirer des jeunes de venir plus vers cette branche et nous permettre à mieux grandir et grandir comme d'autres spécialités comme la cardio, la néphro et pour apporter le meilleur à nos malades. Merci. Merci beaucoup, docteur Gabi, pour cette belle et enrichissante et brillante présentation qui nous a vraiment permis de mieux comprendre les enjeux et les enjeux qui sont en relation avec l'hématologie clinique. Vous nous avez parlé des aspects très essentiels de l'hématologie, notamment la partie où il faut bien réfléchir sur le choix de ces spécialités qui sont accompagnés des enjeux académiques, sociaux et la nécessité d'être à jour dans la partie thérapeutique parce que la recherche en hématologie avance très vite. Vous avez aussi souligné les stages qui sont très accentués par l'interprétation des examens biologiques et aussi l'intérêt de savoir faire des gestes et être fort mentalement. Merci beaucoup, Dr Diaby, pour cette belle présentation. Donc, Merci à cette vous. fois, nous allons passer à notre troisième et dernier intervenant. Mais avant de lui donner la parole, je rappelle que vous pouvez interagir directement si vous avez des préoccupations, des questions dans le chat box. Après, nous allons y revenir. Merci. Nous allons maintenant écouter Dr Nikema Alphonse, qui est interne des hôpitaux en spécialisation en psychiatrie à Ouagadougou. La psychiatrie, comme nous le savons tous déjà, elle est souvent mal comprise, c'est une spécialité très capitale, car elle touche la santé mentale et au bien-être global de nos sociétés. Dr Nikema va nous aider à mieux comprendre cette discipline, son importance. Dr Nikema qui va nous parler aussi de son parcours et des particularités de la psychiatrie. Dr Nikema, vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, docteur. Merci. Bon, je vais essayer de partager mon écran. Comment on partage ça? Allô? Allô? Oui. J'essaie de partager mon écran. D'accord. C'est avec un ordinateur ou bien avec un portable? Un ordinateur. Avec un ordinateur. Oui. Donc, vous pouvez ouvrir le fichier et puis il y a l'onglet partage de l'écran. En fait, j'ai partagé, j'ai ouvert, je ne sais pas. Attends, je vais voir. Voilà, c'est bon. Vous voyez mon écran? Oui, nous voyons déjà. Vous pouvez déjà passer en mode présentation. Voilà, c'est bon. Donc, bonsoir à tout le monde et merci beaucoup à Dr Innocent qui nous a parlé de la médecine interne et à Dr Arsène qui nous a parlé de l'hématologie. J'ai beaucoup appris et de ces personnes et tout ça. Et merci pour l'invitation que vous m'avez accordée. Moi, c'est Dr Nikema, je suis interne des hôpitaux en 4e année de spécialisation. Donc, d'ici là, je vais finir et je vais aller me mettre à chercher du travail, c'est ça. Vous m'entendez toujours? Allô? Oui, nous vous recevons, docteur. Ok. Donc, j'ai intitulé le choix décisif. Donc, une présentation sur le choix de la spécialité médicale et un focus sur la psychiatrie en général. Et pourquoi je parle de choix décisif? Parce que le choix de la spécialité est une des décisions les plus importantes dans la carrière d'un médecin. C'est très important de le savoir. Ce n'est pas quelque chose de banal. Parce qu'elle détermine votre pratique quotidienne, c'est-à-dire le type de patient, les types de pathologies, les types de gestes qu'on aura à poser toute notre vie. Elle détermine également votre qualité de vie. Parce que choisir une spécialité, c'est choisir le rythme de travail, les gardes, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et
et ça détermine également votre épanouissement professionnel. Faire un métier qui a du sens pour vous. C'est très important. C'est les 3 domaines, c'est très important de comprendre que choisir, en réalité, comme j'ai l'habitude de dire aux gens, choisir, c'est renoncer à quelque chose. Parce qu'on a une panoplie de spécialisation et on choisit d'aller dans un domaine. Cela suppose qu'on renonce aussi à d'autres. Ce choix doit être mûri, réfléchi et basé sur une connaissance approfondie de soi et des spécialités. On doit apprendre à se connaître nous-mêmes, qui nous sommes, et aussi apprendre à connaître les spécialités. Parce que la réalité, c'est que souvent, on ne connaît qu'un seul aspect de la spécialité. On en sait souvent ce que les gens ont dit, ce que nous avons vu lors de nos stages, alors qu'en réalité, pour chaque spécialité, ça part au-delà de ça. Comment faire le bon choix? Vous savez, le véritable problème, ce n'est pas de choisir entre le bien et le mal. Entre le bien et le mal, le choix, il est facile à faire. Mais ce qui est le plus difficile à faire, c'est de choisir entre le bien et le bien. Cela suppose de voir que toutes les spécialités, c'est quelque chose de bien. Mais comment je fais le choix? Quels sont les critères qui peuvent me pousser à choisir telle spécialité au lieu de telle spécialité? La première des choses, c'est d'avoir une vision claire de sa vie. Quel équilibre vie professionnelle, vie personnelle je souhaite? C'est la première question. Est-ce que je veux une profession libérale ou salarié ou une profession où je peux faire les deux? Quel niveau de revenus et quel choix de travail suis-je prêt à accepter? Ça, c'est avoir une vision claire de sa vie. Moi, je crois que chacun de nous est venu dans ce monde, pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui croient à la nature, à la mère nature et tout ça. Nous sommes venus au monde avec un talent et chacun de nous a un talent unique. Et en choisissant la médecine, je crois que chacun de nous a un talent unique dans la médecine qui lui permettra d'apporter sa contribution dans le monde médical. Et ce qui est le plus important, c'est d'arriver à trouver cette voie. Et cela suppose que c'est d'avoir une vision claire de ce qu'on veut. Quand on parle de la vision, c'est une vue dans l'esprit de ce qu'on veut devenir, de ce que nous voulons devenir réellement dans notre vie en tant que médecin. Tant que nous n'avons pas une vue réelle de ce que nous voulons devenir, il nous sera difficile d'exceller dans le domaine médical. Parce que on va se laisser diriger, voyez, par beaucoup de personnes. Supposons que je dois prendre le chemin pour aller à une destination précise. Et si je n'ai pas la destination précise en tête et que je dois demander à tout le monde, à un certain moment, je risque de me perdre. C'est pourquoi nous devons avoir cette vision claire. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, docteur, nous vous écoutons. Ah, ok. Donc, c'est ça. Il faut que chacun de nous, ceux qui veulent choisir leur spécialité, rentrez en vous-même. Quelle est la destination que je vais donner à ma vie, surtout dans la profession médicale? Il faut réfléchir et rentrer en vous-même. Les gens peuvent parler de gauche à droite, mais chacun de nous, on doit apprendre à se connaître. Il faut connaître ses compétences et ses appétences. Je suis plutôt manuel. Si je suis manuel, c'est que j'aime la chirurgie. Par exemple, il y a des gens qui disent ils aiment la chirurgie. Si tu aimes ça, ça veut dire que ton choix doit se porter vers la chirurgie. Ou plutôt cérébral. Bon, j'ai dit cérébral, ça ne veut pas dire que les chirurgiens ne réfléchissent pas. Mais je veux dire que quand tu choisis une spécialité médicale, il y a de la réflexion parce que tu dois interroger le malade, réfléchir beaucoup et tout ça. Là, tu peux aller dans la médecine interne comme la psychiatrie. Est-ce que j'aime le contact long avec les patients ou les consultations rapides? C'est très important. Il y a des gens au cours de leur carrière, de leur externat ou de leur médecine générale, ils n'ont jamais aimé le contact avec les malades. Ça veut dire que si tu t'obstines à aller dans des spécialités où tu seras en contact avec le malade, tu seras malheureux toute ta vie.
Donc, tu dois t'orienter vers d'autres spécialités comme la paraclinique où on n'a pas de contact, on a un contact humain, mais on n'a pas vraiment de contact profond comme dans les autres spécialités. C'est très important de faire cette distinction, où il y a d'autres, ils aiment plutôt la santé publique et autre chose. On doit savoir ce qu'on veut. Quelle matière m'a le plus passionné durant mon externat? Voilà. Quelle matière m'a passionné? Lequel, quand je suis en train de pousser cette matière, je sens que je ne sens pas le temps passer. 3. S'assurer d'avoir tout pour aller au bout et être le meilleur. Si on n'est pas prêt à être le meilleur dans le domaine qu'on veut choisir, c'est que ce n'est pas notre choix. Pour moi, ce qui motive quelqu'un à être excellent dans un domaine, c'est parce qu'on est motivé. C'est parce qu'on le veut. C'est vrai que les choix de la spécialité, les gens parlent de la question du revenu et tout ça. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que, en fait, le revenu, l'argent qu'on se fait dans une spécialité ne dépend pas forcément de la spécialité, mais de l'expertise qu'on a, de l'excellence qu'on a acquis dans la spécialité. Donc, si tu n'es pas prêt à te battre dans une spécialité pour être le meilleur, pour être l'excellent, pour que quand on parle de la discipline dans ton pays, quand on te cite là, c'est que tu n'es pas prêt d'abord à changer cette spécialité. C'est ça. Pour moi, quand on est passionné de quelque chose, on mettra tous les moyens nécessaires en place pour atteindre l'objectif, pour être excellent. Et on n'est pas payé forcément en fonction du nombre d'heures de travail qu'on fait, mais on est plutôt payé en fonction de l'expertise qu'on a. Et c'est très important de le comprendre et de tenir compte de tout ça pour le choix de nos spécialités. Donc, pour ma part, moi, j'ai choisi de faire de la psychiatrie. Quand j'ai eu le concours d'internat, plusieurs choix s'offraient à moi. Je me suis posé la question, quelle spécialité je dois faire? De nature, moi, je suis quelqu'un qui aime, j'aime tout ce que je fais, j'aime pas. C'est ma manière à moi de pouvoir avoir de l'expertise dans le domaine. Mais lors de mes stages, je savais que je ne voulais pas faire de la chirurgie. Vous voyez? Il faut procéder par élimination. Je ne voulais pas faire de la chirurgie. Donc, la chirurgie, j'ai mis la chirurgie de côté. Donc, c'était entre les spécialités médicales et la paraclinique. Je me suis posé, la paraclinique, oui, c'est bien pour faire la recherche, la biologie et tout ça. Mais moi, j'aime le contact avec les malades. Comme j'aime le contact avec les malades, j'ai dit, si je choisis la biologie, je ne serai pas heureux dedans parce que j'aime être en contact avec les malades. Donc, les spécialités paracliniques ont été enlevées. Non, il me reste les spécialités médicales. Et quand je rentre dans les spécialités médicales, parce que je dis, quand même, je veux tout faire, je veux tout toucher à tout et tout ça. Je me suis dit, est-ce que je ne vais pas aller faire de la médecine interne? Là-bas, on voit tout et tout ça. Ou bien aller faire les urgences et tout ça. Mais le fait d'être en contact avec les gens, de les écouter, de les conseiller et tout ça, j'ai vu que quand même c'est quelque chose que j'aimais. De parler aux gens, de les conseiller, de les aider à résoudre certains problèmes et tout ça. Moi, je suis un homme moi, je crois en Dieu. Hein. Moi, je crois en Dieu. Et pour ceux qui peuvent s'aider de la prière, de tout ça là, c'est très important. Ou bien c'est s'aider de l'intuition. L'intuition, c'est, quelqu'un dit que c'est l'intelligence accélérée qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est très important. Au plus profond de nous, on sait ce qu'on aime et tout ça. Et ce qui m'intrigue dans le choix de la psychiatrie, c'est que, premièrement, les gens, c'est une spécialité qui est stigmatisée. On va dire que tu es fou comme tu es malade. C'est un des obstacles. Il dit, si moi il parle là-bas, est-ce qu'on peut me dire que c'est, ouais, je suis comme un malade et tout ça. Deuxièmement, on me dit qu'en psychiatrie, il n'y a pas beaucoup d'argent parce que voilà. C'est bien de faire ce qu'on passionne et tout ça, mais il faut aussi arriver à rentabiliser parce que voilà, on doit s'occuper des factures de nos familles et tout ça. Et j'ai commencé à réfléchir, à prendre des conseils à gauche, à droite. Au fur et à mesure que je prends des conseils à gauche, à droite, j'ai rentré dans une certaine confusion. Vous voyez, c'est-à-dire que je m'égarais davantage parce que je ne sais pas, parce que les gens donnent les avis et tout ça et autres. Je suis rentré en moi-même et j'ai regardé qu'est-ce que tu veux faire de ta vie.
j'ai dit que je crois que je vais aider les gens sur le plan de la santé mentale. Et c'est très important. Voilà. Je dis, je vais quand même apprendre à connaître l'humain, à connaître le processus de construction de l'humain. Comment être quelqu'un qui est dans les bas-fonds, à se relever pour devenir quelqu'un. Et j'ai dit, c'est la psychiatrie qui est cette spécialité. Et moi, j'ai choisi de faire de la psychiatrie. Voici comment j'ai fait mon choix. Donc, vous pouvez suivre ce processus. Suivez ce processus, éliminé par discipline, chirurgie, médecine et paraclinique, bon, vous mettez santé publique aussi, et vous enlevez, et vous tenez quelque chose. Et c'est pour dire aux gens également, moi, je suis en train de faire un master en santé publique. Voilà. Pour dire que c'est pas parce qu'on a embrassé une spécialité qu'on n'a pas la possibilité de faire une autre spécialité ajoutée. Il y a des gens qui sont médecins légistes, médecins du travail, autre chose. Donc, dites-vous que choisir une spécialité, vous pouvez aussi en ajouter un autre en fonction de vos compétences, de vos centres d'intérêt et tout ça. Et qu'est-ce que la psychiatrie? La psychiatrie est une spécialité médicale qui consiste au diagnostic. Quand on parle de diagnostic, tout le monde connaît. C'est poser que c'est tel type de maladie. Au traitement, c'est mettre de traitement. Quand on parle de traitement, il y a le traitement sur toutes ces dimensions. Ce n'est pas le médicament seulement. Voilà. Et la prévention des troubles mentaux, émotionnels et comportementaux. J'ai bien dit prévention, et il y a troubles mentaux. Troubles mentaux, c'est tout ce qui est pathologie déclarée. Quand on parle émotionnel, vous voyez, émotionnel, le stress, l'anxiété, tout ça, et tout ce qui est trouble du comportement. Les gens ont l'habitude de confondre un psychologue et un psychiatre. La différence est fondamentale. Un psychiatre, comme son nom l'indique, quand on prend le terme psychiatre, il y a psyché et iatros. Psyché pour dire que c'est tout ce qui est comme l'esprit, tout ce qui est comme alors, le cerveau et tout ça. Et iatros, c'est le médicament. Donc, c'est le traitement des maladies mentaux par le médicament. Donc, le psychiatre, là, c'est principalement ce qui le distingue du psychologue, c'est qu'il est un médecin, donc il a la capacité de prescrire des bilans, de faire des diagnostics et de mettre un traitement médicamenteux en place. Donc, médecin spécialiste, médicaments et tout ça, tout est là. Mais le psychologue, c'est quelqu'un qui a fait un master en psychologie, bac plus 5. Donc, il est un thérapeute, il ne prescrit pas de médicaments. Voilà. Il peut faire des bilans psychologiques et tout ça. Maintenant, le véritable problème, c'est que dans notre contexte-là, il y a certains psychologues qui veulent prescrire, qui veulent se mettre des psychiatres. Ça fait qu'il y a tout un mélange qui est là. Il faut dire aussi que le psychiatre a la possibilité de faire des psychothérapies comme le psychologue. Contrairement à ce que les gens pensent, quand ils disent non, il faut aller voir le psychiatre, on pense que quand c'est un fou à des degrés extraordinaires qu'il faut aller voir le psychiatre. Alors que le psychiatre a la compétence d'agir dans tout ce qui est troubles mentaux. Formation. Il faut un parcours médical complet. La psychiatrie, c'est un parcours médical complet. Contrairement à ce que les gens pensent, voilà. La formation est vraiment holistique. Il faut connaître la biologie. Il faut connaître tout ce qui est comme psychologie et il faut connaître le social. Voilà. Donc, de 4 ans. Au Burkina, c'est 4 ans. En France, c'est 5 ans. Voilà. Donc, formation théorique et des stages pratiques. Les modules de formation vont intégrer la neuroscience. Quand on parle de neurosciences, c'est tout ce qui est biologie du cerveau, neurobiologie, les récepteurs neuronaux, comment on appelle ça? Tout ce qui est comme localisation du cerveau, la neuroanatomie fonctionnelle, connaître les aires cérébraux, connaître le fonctionnement de chaque lobe cérébral, surtout les parties du cerveau en lien avec carrément les émotions, les comportements et tout ça. Donc, il faut connaître. Donc, la neuroanatomie, c'est très important. La physiologie aussi. Voilà, la neurophysiologie, c'est quelque chose de fondamental. En première année de psychiatrie, c'est ça. Les modules en première année, c'est sémiologie psychiatrique, c'est neurophysiologie, c'est neuroanatomie. C'est ce qu'on a fait en première et deuxième année, là. C'est la même chose. On refait ça, mais de façon approfondie et tout ça. Il y a la psychopathologie. Étude approfondie des troubles. Voilà. On va prendre chaque trouble, comment, pourquoi il y a la dépression, comment on explique la dépression, quel est le mécanisme qui fait que la dépression vienne. Voilà. On va expliquer tout ça. Et cette psychopathologie, voilà, c'est quelque chose qui est tellement profond et tout ça.
Il y a la pharmacologie, la maîtrise des psychotropes. Il faut avoir une maîtrise holistique des psychotropes pour être un bon psychiatre. Si vous voulez être un attaché où on prescrit Aldol et Atarax et autres là, vous pouvez vous contenter. Mais si vous voulez être un bon psychiatre, j'ai parlé d'excellence au début. Pour être un psychiatre excellent, il faut avoir une connaissance holistique sur la pharmacologie en rapport avec les psychotropes. Donc, c'est maîtriser tout ce qui est neurobiologie, la dopamine, la sérotonine, tout ce que vous connaissez, il faut le connaître. Il faut avoir une formation en psychothérapie. Et cette formation, il y a de différentes écoles. Thérapie cognitivo-comportementale, c'est comment on arrive à modifier les cognitions, c'est-à-dire les pensées, pour avoir un apaisement au niveau des émotions et des comportements. Donc, ces trois cognitions, modifier les cognitions, on peut avoir des effets sur les émotions et sur tout ce qui est comportement. L'analytique, c'est tout ce qui est comme psychanalyse, mais c'est pas très, très pratiqué dans notre contexte, tout ça. Systémique, ça a rapport avec les thérapies de couple, les thérapies familiales, tout ça, ça rentre dans le cadre de la psychiatrie. Donc, c'est tellement vaste et ça agit dans tous les domaines. Les spécialisations, la pédopsychiatrie générale, voilà, la psychiatrie adulte. Pédopsychiatrie, ça veut dire que tu peux décider que tu ne vas t'occuper des enfants. De la naissance jusqu'à l'âge de 15-18 ans. Voilà, tu t'occupes d'eux. Psychogériatrie, c'est la gériatrie, c'est-à-dire que la psychiatrie à l'endroit des personnes âgées. Il y a l'addictologie, voilà, tu peux devenir d'être addictologue. Toi, tu ne traites que les troubles liés à l'addiction, les drogues, les substances, les jeux du hasard, l'addiction au sexe, l'addiction au sport. Il y a tellement de choses, c'est toute une spécialité à part entière. Et vous pouvez décider aussi d'être, il y a la législation, vous pouvez décider d'être un expert psychiatre. C'est-à-dire l'expertise psychiatrique, c'est intervenir auprès des juges. C'est-à-dire que les juges vont te faire une réquisition. Quand, par exemple, il y a un problème, quelqu'un a tué quelqu'un a fait ça, on va te demander est-ce qu'il jugeait de toutes ses facultés mentales au moment dont il pourrait là, tu vas faire ton expertise. La mise sous tutelle, il y a beaucoup d'éléments et tout ça. Même normalement, pour le port d'armes, il faut voir un psychiatre pour qu'on évalue, voir est-ce que tu as des capacités mentales pour porter une arme. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses. Quels sont les centres d'intervention, les pathologies dans lesquelles on intervient? Vous voyez, au cours de notre formation, on va voir les troubles de l'humeur. C'est tout ce qui est en rapport avec la dépression. Voilà, la dépression que vous connaissez. Les troubles bipolaires où il y a, voilà, attenant en dépression ou manie et tout ça. On va voir comme formation le trouble anxieux. Tout ce qui est attaque de panique, trouble obsessionnel compulsif, les phobies sociales, comment la peur de prendre la parole en public, la peur de diriger, comment on peut accompagner ces personnes à s'en sortir. Il y a des gens, par exemple, qui n'arrivent pas à prendre la parole en public, par exemple, et comment ils peuvent devenir des dirigeants. Donc, avec un accompagnement psychiatrique ou psychologique, on peut vous aider à devenir des managers compétents, capables de prendre la parole en public, de convaincre et de faire changer les gens. Il y a les troubles psychotiques. Tout le monde, vous pensez que la psychiatrie, et c'est que la plupart qui m'écoutent pensent que la psychiatrie, les troubles psychotiques, la schizophrénie, que vous appelez folie, là, vous pensez que le psychiatre, là, il prend son temps. Regardez le tableau. C'est plus que ça. Si c'est le trouble psychotique seulement, on n'avait pas besoin de 4-5 ans pour faire ça. Les troubles de la personnalité, c'est ça. Au cours de notre construction, au cours de notre vie, nous avons subi des traumatismes, nous avons subi des choses qui ont fait que nous allons réagir de façon anormale à l'âge adulte. C'est pas une maladie en tant que telle, mais la façon de se comporter de la personne, tout le monde sait qu'il y a un problème. Donc, la psychiatrie gère ça. Les troubles de conduite alimentaire, il y a des gens qui ne mangent pas, il y a des gens qui mangent beaucoup, il y a des gens, tout ça là, voilà, on en s'occupe. L'addictologie, l'alcool, les drogues, les jeux de hasard, votre équilibre que vous jouez et que vous prenez le prêt pour aller jouer là, venez, on va vous aider. Voilà. Les troubles neurodéveloppementaux, comme le TDAH, le trouble du stress de l'autisme, chez l'adulte comme chez l'enfant. Et on peut aller plus loin vous voyez, la gestion du stress, la gestion des émotions, il y a beaucoup de choses, les manières de communiquer, communication non violente, comment on arrive à avoir une communication plus constructive, tout ça, le domaine de la psychiatrie. Les domaines de prise en charge. Vous voyez, ça, on peut décider, le psychiatre n'intervient pas seulement en cabinet
ces domaines d'action sont vastes. Et les thérapies individuelles de groupe ou de couple de famille. Il y a des psychiatres, lui, dit, c'est vrai, moi, j'ai la formation pour prescrire, mais j'ai choisi de me spécialiser en thérapie individuelle. Voilà. Individuel, c'est un accompagnement individuel de chacun. De groupe, c'est-à-dire que le groupe, c'est 3, 4, 5 personnes, on peut accompagner 5 personnes qui ont la même problématique. Ou bien ça peut être le couple. Les couples peuvent avoir des difficultés. Et il y en a beaucoup. En Afrique, en tout cas, il y a beaucoup actuellement de problèmes de couple. Dans mes consultations, la plupart des patients, là, c'est problème de couple. Donc, il y en a. Bon, quand on parle de famille, c'est qu'il y a le couple dedans avec les enfants et tout ça. Donc, il peut choisir d'intervenir dans ce domaine. Il peut avoir une expertise médico-légale, comme je l'avais expliqué, l'expertise pour les tribunaux et tout ça. Il peut être urgence psychiatrique. Voilà, il y a des séries d'urgence psychiatrique où on gère la crise suicidaire, l'agitation et tout ça. La prise en charge institutionnelle, c'est être dans les hôpitaux et tout ça, les consultations. On peut être dans la prévention et dans la santé publique. Choisir d'être un psychiatre qui est dans la promotion de la santé mentale, dans le domaine de la sensibilisation, voilà, dans les domaines de stratégie de mise de coping, c'est-à-dire la capacité à gérer le stress et tout ça, des moyens techniques pour faire ça. On peut être dans la prévention et tout ça. On peut être dans la recherche et l'enseignement, voilà. Parce qu'on sait que la psychiatrie, c'est une des spécialités délaissées. Donc, il y a beaucoup de découvertes à faire. Et chaque jour qu'on lit les revues de la littérature et tout ça, on voit qu'il y a des nouvelles découvertes. Et on sait que d'ici des années, on aura quand même, en termes de recherche, on va découvrir beaucoup de choses en lien avec la psychiatrie. Et l'enseignement aussi, pour ceux qui veulent embraser cette carrière. Et on peut aussi intervenir dans le monde de l'entreprise. Comme je vous ai dit, le psychiatre, c'est quelqu'un qui est polyvalent. Il a des compétences en communication, des compétences en gestion de stress, des compétences en relations humaines et tout ça. Donc, il a la possibilité d'intervenir dans l'entreprise. Il y a des psychiatres du travail. Lui, sa spécialité, c'est le trouble mentaux dans le travail. Vous m'entendez? Oui, docteur, continue. Donc, il y a des psychiatres qui peuvent décider que toi, ton domaine d'intervention, ce sera le trouble mentaux au travail. Et tu vas te former davantage et ton intervention, ça sera prendre en charge le burn-out, le stress au travail, le sujet du travail, comment on gère les managers. Il y a des gens, par exemple, dans le ONG, par exemple, ils sont affiliés comme psychiatres du personnel. C'est comment le personnel souffre au travail, il va les aider à surmonter cette souffrance psychique, par exemple. Donc, ceux qui veulent intervenir dans l'entreprise, c'est possible en tant comme psychiatre du travail. Dans les ONG, là, il sont des opportunités. Hein. Il y a moins de psychiatres dans les ONG. Voilà, là, on sait que MSF cherche des psychiatres, mais c'est compliqué d'avoir parce qu'il n'y a pas de psychiatres et tout ça. Donc, pour ceux qui veulent aller dans le monde des ONG, c'est une alternative très intéressante. Hein. Bon, les atouts du métier, pourquoi choisir la psychiatrie? Je pense que c'est une relation patient-praticien unique, contact humain profond, longue durée, basé sur la confiance. Si vous venez en psychiatrie, d'ici vous allez finir votre formation, vous-même vous serez changé, transformé, positivement. Voilà. Parce que vous allez apprendre à connaître l'humain. Au travers des jeux d'écoute, vous allez comprendre qu'en réalité, nous sommes des êtres fragiles qui s'ignorent. On pense qu'on est quelqu'un en réalité, alors qu'on est plein de fragilité et qu'on peut apprendre auprès des autres à aller de l'avant. C'est unique. Donc, c'est un métier où il y a la diversité des pratiques, possibilité de se former à différentes psychothérapies et de se spécialiser en pédopsychiatrie, en addictologie, géronto, urgence psychiatrique, psychiatrie au travail. Bon, counseling, voilà, counseling, c'est-à-dire que c'est conseiller les gens et tout ça. Vous pouvez vous former à beaucoup de choses. Vous pouvez même vous former pour devenir coach en développement personnel. Voilà, c'est ça. Coach en développement personnel. Parce que vous connaissez l'humain, vous savez comment vous pouvez l'accompagner et tout ça. C'est un métier qui a du sang et de l'impact.
aider les patients à retrouver un équilibre de vie est extrêmement gratifiant. La réalité, souvent, le patient vient enchaîner attention par sa famille. Après un mois de traitement, le patient se lève, ouais, il se lave, il se douche, il se sape lui-même, il vient seul à sa consultation avec son véhicule. Vous voyez, ce n'est pas les pauvres souvent qui tombent, qui souffrent de maladie mentale. Tout le monde est touché. Voilà. La réalité, c'est que, vous savez, la réalité, c'est que dans chaque famille, il y a quelqu'un qui souffre de maladie mentale. Voilà. Quand on veut, on ne le veut pas. Les études, même sur les médecins même qui souffrent de maladie mentale, c'est beaucoup. La dépression, c'est beaucoup. Tout ça. Donc, c'est gratifiant. Et aussi, il faut dire qu'il y a un peu une évolution des mentalités. Les gens commencent à comprendre un peu la santé mentale. Et jusqu'à l'OMS dit qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Voilà, c'est la réalité. Et ça permet aussi, ce sont des défis intellectuels constants parce que chaque patient est un cas unique. Tu vois un patient, tu dis que non, je l'ai vu autre. Non, c'est pas ça. Chaque patient est un cas unique. Chaque personne a une histoire unique. Il faut prendre le temps de l'écouter et tout ça. Un bon équilibre de vie parce que les gars sont moins brillantes. Voilà, les gars sont moins brillantes. Voilà, moins lourdes et tout ça. Et je crois que mais il y a certains pays où la charge du travail est élevée. Par exemple, si tu es en province, la charge du travail est très élevée parce que tu es seul et tu dois voir, souvent dans une région au Burkina, par exemple, qui n'a qu'une seule psychiatre. Donc, c'est compliqué. Alors, tu dois gérer. Vous voyez, on peut aller, il y a les interventions même dans les prisons. Tout ça, là, c'est le rôle du psychiatre et tout ça. Les contraintes et les défis sont des aspects à considérer. La charge émotionnelle est importante. Être confronté à la souffrance psychique au quotidien nécessite une bonne résilience et un travail sur soi. Donc, il faut se connaître. Il faut savoir qui nous sommes. Je l'ai dit au début, se connaître soi-même est la première étape dans le choix. Donc, si on se connaît, c'est bien. Il y a aussi une stigmatisation persistante. La maladie mentale est encore source de préjugés. Quand on enseigne qu'on va dire non, nous restons dans nos malades, ou les malades mentaux, on les stigmatise et tout ça. Alors qu'avec un bon traitement mis en place très tôt, la maladie mentale, c'est comme le cancer. Dépister tôt, le traitement il est efficace. Si on dépiste tôt la maladie mentale, c'est les premiers instants, tu entends les voix, tu viens, on met un médicament, une petite dose de médicament est suffisante souvent pour rétablir, reprendre la vie. Il y a un défi du système de santé qui est là, il y a un manque de moyens, de lits, de files d'attente longues dans le public. Vous voyez, quand vous voyez Viena Yarado, les patients sont couchés sur les lits là, c'est sous forme en béton. Vous voyez un peu. Donc, c'est dégradant. Il y a une certaine différence de traitement entre les malades en psychiatrie et les malades dans les autres spécialités. Alors que la loi dit que les êtres humains, c'est-à-dire que chaque citoyen, on a la même dignité. Donc, on doit traiter les gens de la même manière. Parce que c'est stigmatisé, le service est délaissé. Tu vois que les tables de consultation, c'est pas renouvelé. C'est ça le véritable problème. Docteur Niké. Oui. Un rappel sur le timing, s'il vous plaît. Ok, donc je suis à la fin. Donc, c'est une spécialité d'avenir, c'est une spécialité en plein essor dont l'importance est de plus en plus reconnue. Elle offre une diversité de carrières exceptionnelles, cliniques, recherche, expertise et enseignement. C'est un choix exigeant qui demande une vocation forte pour le relationnel et l'humain. Si vous êtes à la recherche d'une spécialité humaine, intellectuelle et profondément utile, la psychiatrie mérite toute votre attention. Posez-vous la question, suis-je prêt à emprunter le chemin complexe mais passionnant de l'esprit humain? Merci. Merci beaucoup, docteur Alphonse Nikema, qui est en rappel interne des hôpitaux à Ouagadougou. Merci beaucoup, docteur, pour cette brillante présentation. Vous nous avez parlé des aspects très essentiels de la psychiatrie, notamment avant de connaître quelle spécialité choisir. Il faut se connaître d'abord, connaître ce qu'on veut, connaître ce qu'on aime, ce qui nous passionne et aussi être bon dans ce que nous faisons afin de le rentabiliser entre griffes, voilà. Et vous avez aussi parlé de la possibilité de se spécialiser dans plusieurs domaines selon nos compétences et tout. Et l'intérêt d'avoir une formation holistique allant de la biologie à la physiologie, de la pharmacologie à la neuroscience, parce que la psychiatrie a un champ d'intervention assez large
Donc, vous avez aussi souligné l'intérêt, voilà, les débouchés possibles hein, à l'issue de la spécialisation. Merci beaucoup, docteur Nikema Alphonse. Donc, sans transition, déjà, nous sommes à la fin des trois interventions. Merci infiniment à nos trois intervenants pour ces présentations très passionnantes et inspirantes surtout, mais aussi clarifiantes. Nous avons parcouru l'ensemble des trois disciplines clés de la médecine, chacune avec ses défis et ses richesses. Et je crois que cela a apporté un éclairage très précieux à toutes celles et ceux qui nous suivent ce soir. À présent, nous allons passer à une étape tout aussi importante, les réponses aux questions. Tout au long des interventions, vous avez pu partager vos interrogations et commentaires dans la boîte de discussion et nous allons maintenant y répondre avec nos invités de ce soir. Et après, ceux qui n'ont pas pu poser leurs préoccupations et questions dans le chat box, nous vous donnerons la parole et puis vous les poserez directement. Je vais donc commencer par prendre la première question du chat box qui s'adresse à Dr Kodenga. Elle vient de Rachid. Bonsoir chers tous. Je me nomme Abdourachid Traoré. Ma question, elle s'adresse à Dr Kodenga. Avez-vous une idée du nombre de médecins internistes actuellement sur le terrain? Là, je suppose que Rachid parle du terrain du Burkina Faso spécifiquement. Et j'aimerais aussi savoir si vous êtes organisé en coalition comme la Société nationale de neurologie ou de cardiologie, qui eux font souvent des congrès, des panels où le grand public, étudiants, paramédicaux et presse, etc., sont invités pour découvrir leur spécialité. Merci pour votre présentation. Docteur Kodengar, si vous êtes avec nous, vous avez la parole. Ok, merci pour la parole. En tout cas, bravo à mes deux co-présentateurs pour leur brillante présentation. C'était très enrichissant en tout cas. Merci aussi pour la question. Je me posais justement la question s'il parlait de quel contexte parce que je savais pas si c'était Burkina, Sénégal ou le Tchad. Donc dans la présentation en ce qui concerne le Tchad, je disais que de mes derniers échanges, il y avait 3 internistes en tout cas actuellement au pays. Il y a d'autres qui sont en formation. Pour le Burkina Faso, en tout cas, il y en a assez. J'ai pas le nombre précis, mais le Burkina forme en tout cas des internistes. Donc, la première promotion, je pense qu'elle était sortie en 2000, je sais plus, c'était 2016, je me rappelle plus précisément, mais en tout cas, le Burkina en forme assez. Et effectivement, en ce qui concerne le Burkina, il y a une société savante qui est la SOMI-BF, la Société de médecine interne du Burkina Faso, qui fait souvent des congrès et qui est aussi qui est adhéré, en tout cas, qui fait conjointement des congrès avec la Société africaine de médecine interne, dont la présidence en fait tourne dans la sous-région avec le Sénégal, le Mali, etc. Donc oui, il y a une société et il y a des congrès qui sont faits assez régulièrement, qui permettent en tout cas de faire connaître la spécialité au Burkina Faso, un peu comme dans la sous-région. En ce qui concerne par exemple le Tchad, malheureusement, je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore de société savante sur cette spécialité. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour cette réponse. Elle clarifie beaucoup de choses. Voyons maintenant une autre question posée dans le chat box. Elle vient de Amne Ali Sakin. Bonsoir les organisateurs. Je me nomme Amne Ali Sakin, résidente en première année de chirurgie pédiatrique à Rabat. Ma question est celle de savoir pourquoi les nombres d'années de DES de même spécialité est différent. Tantôt c'est 4 ans et tantôt c'est 5 ans. Pouvez-vous m'expliquer cette différence, docteur? Merci. Donc là, je suppose que c'est une question qui est aléatoire. Bon, nos trois invités, c'est une question qui vous est adressée de façon générale, mais la parole est à qui veut la prendre.
Ok, bonjour, bonjour, bonsoir. Merci. Je prendrai mon apport pour un peu apporter mon éclaircissement, des éclaircissements par rapport à la question du docteur Amne Ali Sakin. Je pense qu'ici, par rapport aux années, c'est pas d'abord par plaisir ou bien par quelque chose, parce que la spécialité, ça dépend aussi en premier lieu, d'abord des charges théoriques, parce que c'est très important quand on prend, par exemple, une spécialité comme la médecine interne, la comparer à elle seule, par exemple, à la dermato ou bien à la rhumato à elle seule. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes charges de cours, surtout d'abord théorique, sur le plan théorique. La médecine interne, c'est presque global. Donc, elle ne doit pas avoir les mêmes nombres d'années c'est-à-dire avec comme la cardio ou bien la néphro, puisque ces mêmes spécialités se font aussi dans la médecine interne, en fait. C'est par rapport à ça, sur le plan théorique. Et la spécialité peut varier aussi sur le plan technique. Par exemple, dans certaines spécialités, quand je prends par exemple comme la chirurgie, on ne peut pas, par exemple comme la chirurgie cardiovasculaire et thoracique, ce sont des chirurgies qui demandent assez beaucoup de gestes par rapport à celui qui fait par exemple la chirurgie viscérale. C'est différent par rapport aux techniques chirurgicales. Comprends, la neurochirurgie, il y a beaucoup de techniques chirurgicales que le résident doit maîtriser. Donc, si on donne en 3 ans, 4 ans, c'est pas évident pour que l'étudiant maîtrise. Donc, je vois que dans toute la durée, ça prend plus la théorie, plus aussi la partie technique. Ça veut dire que la technique sur le plan chirurgical ou bien les techniques qu'on peut acquérir sur le plan pratique hospitalier pour avoir au moins le minimum d'expérience pour au moins affronter la vie professionnelle. Merci, c'est ma contribution. Merci beaucoup, docteur Diaby, pour les éléments de réponse. Et docteur Koudengar et docteur Nikema, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la question? Et bonsoir à tous. Par rapport à cette question, moi, je crois que ça dépend de chaque pays avec ses réalités. Au Burkina, par exemple, la psychiatrie, c'est 4 ans. Mais quand on prend la France, la psychiatrie, c'est 5 ans. Parce que ce jeu, ils ont fait une réforme pour dire qu'il y a quoi, il y a une question de docteur junior. Ils ont jeté une année à presque toutes les spécialités pour les permettre, c'est plus une décision politique qui permet d'avoir des médecins à bon prix et tout ça. Donc, en fonction des réalités de chaque pays, je pense que la plupart du temps, en psychiatrie, par exemple, la plupart des pays, c'est 4 ans en Afrique de l'Ouest, je sais pas, dans les pays maghrébins et tout ça. Mais je pense que c'est même la psychiatrie, même l'OAS a son chronogramme, là, de cours où il y a le nombre d'années que tous les pays essayent quand même de se conformer et tout ça. Maintenant, en fonction des pays, des réalités, les gens peuvent choisir d'allonger ou de raccourcir en fonction de leur réalité du terrain, quoi. D'accord, merci beaucoup, docteur Nikema. Et c'est une précision que docteur Amne Ali Sakin qui vient d'ajouter. Et elle parlait notamment d'une même spécialité, à l'exemple de la chirurgie pédiatrique au Maroc et au Sénégal. Et vous avez déjà souligné cette réponse. Merci beaucoup. Une autre question qui vient de Ousmane Amat, qui est adressée à docteur Diaby. Y a-t-il une différence entre l'hématologie clinique et l'hématologie médicale? Donc, merci pour la question de Ousmane. Je pense que celui-là, il parle le même langage parce que quand on parle d'hématologie clinique, c'est l'hématologie médicale. Peut-être qu'il voulait parler de l'hématologie biologique. Je ne sais pas. Parce que l'hématologie biologique, c'est une source. Parce que quand on est peut-être hématologue clinicien, on décide par exemple de prendre l'option d'être paraclinique, c'est-à-dire
d'être au labo que, parce qu'en hématoclinique, on a l'option d'être un clinicien pur ou bien d'être un paraclinicien. Pour celui qui choisit d'être un paraclinicien, peut-être il fera la sous-spécialité ou bien un master en biologie, en hématologie biologique, en biologie hématologique, et puis il se spécialise spécifiquement dans le paraclinique. Mais l'hématologie clinique, l'hématologie médicale, c'est la même chose. Sur le plan général, c'est la même chose. Merci. D'accord. Merci beaucoup, docteur Diaby. Une autre question et qui vient de Monsieur B. L'interaction entre l'hématologie clinique et la radiothérapie. Merci pour la question de Ousmane. Aujourd'hui, la radiothérapie en elle-même au Sénégal, on a déjà une spécialité de radiothérapie qui sont formés pendant 4 ans au Sénégal, qui s'occupent spécialement sur la radiothérapie. C'est-à-dire que ce soit des cancers hématologiques ou bien des cancers solides. Ça dépend aussi de quel protocole on utilise. Et dans nos contextes, surtout dans nos services, nous n'avons pas trop l'habitude d'utiliser les protocoles qui incluent la radiothérapie, surtout pour nos prises en charge de cas de leucémie et autres. Nous utilisons plus cette chimiothérapie parce que la radiothérapie, auparavant, n'a pas trop donné comment dirais-je, sa preuve, en fait. Parce que des fois, on localise, on irradie, des fois, on irradie jusqu'aux cellules qui sont saines, et ça a ses effets secondaires, ça se complique par d'autres anomalies au niveau cellulaire qui peuvent être par exemple, des syndromes myélodysplasiques, qui sont certains syndromes qui peuvent être entraînés par la radiothérapie où le pronostic n'est pas adéquat. Donc aujourd'hui, à l'expérience au Sénégal, c'est beaucoup plus la chimiothérapie que nous utilisons pour nos malades. Et pour ceux qui ont les moyens, on les envoie en Europe ou bien en Amérique pour les greffes de moelle et autres. Mais la radiothérapie actuellement, c'est le plus recommandé dans les cancers solides ici. Mais chez nous, on ne l'utilise pas actuellement. Merci. Merci beaucoup, docteur Diaby. Une autre question qui nous vient de Madame Nouria Sissé. Bonsoir à tous. Comment faire la différence entre une dépression chez l'adolescent et un simple mal-être lié à l'âge? Et comment lutter contre la stigmatisation liée aux maladies mentales? Cette question est adressée à Dr Nikiema Alphonse. Ok, merci pour cette question et tout ça. Quand on prend la dépression, en fait, il y a des critères pour définir une dépression. On parle de dépression quand on a une humeur dépressive ou on a une certaine perte d'intérêt qui évolue au moins depuis 2 semaines. Il faut d'abord ça. Donc, la tristesse dont on parle là, elle doit évoluer au minimum depuis 2 semaines, associée à certains signes comme la perte d'intérêt, qu'on appelle anédonie, le pessimisme, l'anxiété qui peut s'associer, des idées suicidaires et tout ça. Maintenant, cette dépression, elle doit avoir un impact sur le fonctionnement quotidien de la personne. Donc, c'est un ensemble de critères qu'on peut utiliser le DSM-5 ou la CIM-10 ou 11 actuellement pour le diagnostic. Donc, c'est véritablement, on sent qu'il y a un avant et un après, et c'est quelque chose qui dure dans le temps, minimum 2 semaines, et présent presque chaque jour. Alors qu'un simple mal-être, qu'on peut avoir des difficultés aujourd'hui, avoir une tristesse, et 2-3 jours après, ça disparaît, et tout ça, quoi. Maintenant, pour lutter contre la stigmatisation en santé mentale, c'est nous tous, on doit lutter. Voilà, nous tous, on doit lutter. Parce que la réalité, c'est que ce sont les médecins eux-mêmes qui sont les premiers à stigmatiser la santé mentale. Donc, si tous les médecins, par exemple, qui
décide, par exemple, de parler de la santé mentale, de dire que c'est quelque chose d'aussi important, voilà, et dire aussi qu'il y a des manifestations biologiques. Donc, nous-mêmes, en tant que médecins, on doit avoir une culture médicale par rapport à la santé mentale, parce qu'on sait que la plupart des troubles mentaux, sur le plan biologique, il y a des manifestations biologiques. On sait qu'il peut y avoir des perturbations au niveau des monoamines et tout ça et autres. Donc, d'abord, nous-mêmes. Et après, il faut que chacun de nous, on essaie de passer à la radio, à la télé et tout ça pour sensibiliser et parler, dire que la santé mentale, c'est aussi quelque chose de très important que la santé physique. Quand on a un bras cassé, on ira voir un orthopédiste ou un traumatologue. C'est la même chose quand on a un problème mental, on doit aller voir aussi un spécialiste dans le domaine. C'est à nous de relayer. Et c'est un travail de longue haleine. Et la santé publique, ce genre de choses, il faut aller jusqu'à quand même des décisions politiques. Vous voyez? Il faut aller jusqu'à des décisions. Vous voyez, un exemple concret, quand on prend par exemple l'exemple au Burkina, par exemple, pour l'assurance, par exemple, là, quand c'est une maladie mentale, il y a des assurances qui ne remboursent pas. Vous voyez? Donc, quand tu sais cacher des médecins psychiatres, il y a des assurances qui ne vont pas rembourser. Vous voyez jusqu'à quel point la stigmatisation est allée loin. Donc, il n'y a que des décisions politiques aussi qui permettront de changer certaines choses en termes de stigmatisation en santé mentale et tout ça. Et l'ensemble des acteurs, tout ça, pourront, par des campagnes de sensibilisation, à mener à bout cela. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour ces éléments de réponse. Une autre question qui vous est directement adressée aussi, qui nous vient de Monsieur Kitenga Prosper. Un médecin qui s'est inscrit à psychologie sans passer par le DES et ayant même fait un master en psychologie clinique, peut-il être considéré comme un psychiatre? Bon, merci pour cette question. Moi, je pense que la réponse se trouve en même temps dans la question. Tu es médecin, mais tu as fait un master en psychologie. Voilà. Si tu as fait un master en psychologie, c'est quel type de master? Si c'est psychologie clinique, tu es un psychologue clinicien. Maintenant, tu as la possibilité de prescrire. Maintenant, on sait que c'est parce que dans nos pays, il n'y a pas une réglementation en termes de prescription. Il y a certains types de molécules que tout médecin ne peut pas prescrire. C'est l'apanage des psychiatres et tout ça. Donc, vous n'êtes pas un psychiatre. Un psychiatre, c'est un médecin qui a fait une formation pour la spécialité en psychiatrie. Vous êtes médecin, vous êtes psychologue, clinicien, ou thérapeute, si vous voulez. Maintenant, vous avez la possibilité de prescrire certains médicaments psychiatriques, mais il y a certaines gammes de médicaments que vous ne pouvez pas prescrire et vous n'avez pas reçu toute la formation nécessaire et la compétence nécessaire pour être appelé psychiatre. Merci beaucoup, docteur Nikema. Maintenant, j'ai une question particulièrement à docteur Kodengar Innocent. On entend souvent parler des médecins internistes et des endocrinologues. Docteur, pouvez-vous nous expliquer comment se fait concrètement la spécialisation ou bien le DES de ces deux spécialités, souvent voilà, qui sont assez mélangés mais assez différents aussi. Merci. Ok, merci pour cette question. La médecine interne et l'endocrinologie, diabétologie, c'est deux spécialités très différentes. C'est comme je l'avais présenté en fait lors de mon intervention, c'est que les spécialistes en médecine interne s'intéressent à des spécialités de fois parce qu'il n'y a pas le spécialiste ou parce qu'ils s'intéressent, donc ils se pensent de la médecine interne à orientation. Donc, on a, par exemple, au Burkina, en fait, la plupart des internistes étaient plus attirés par l'endocrinologie. Et j'avais certains professeurs qui disaient c'est la spécialité la plus appréciée des internistes, en tout cas du Burkina. Mais on a, par exemple, dans d'autres pays où il y en a qui s'intéressent plus à l'hémato, il y a d'autres qui s'intéressent à la cardio, à la gastro, etc. Donc, la spécialité d'endocrinologie, diabétologie, c'est une spécialité à part qui fait aussi 4 ans ou 5 en fonction des pays, mais que la coordination, en fait, au Burkina Faso était gérée par le professeur Drabo et qui, en fait, a la double casquette d'interniste et endocrinologue. C'est ce que je peux apporter comme réponse. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Une autre question qui est dans le chat box qui nous vient de Rachid.
qui est adressée à Dr Nikema. J'aimerais avoir l'avis de Dr Nikema sur le phénomène des malades mentaux qui errent souvent dans les rues sans prise en charge ou un suivi psychiatrique. Pensez-vous que c'est un problème partagé entre les politiques et les familles de ces personnes-là qui les laissent à leur propre sort? Et comment sensibiliser nos populations pour éradiquer ce problème? Parce que ça touche à la dignité humaine quand même. Merci pour votre présentation. Docteur Nikema. Ok. Merci beaucoup pour cette question qui est quand même sensible et c'est la réalité. Il a parlé de dignité humaine. Pour moi, tous les êtres humains, nous avons la même dignité. Et la réalité, c'est que la plupart des malades mentaux errants, les familles ne savent pas là où ils se trouvent souvent. Voilà. La première des choses, il faut savoir que souvent la famille n'est pas au courant de là où la personne se trouve. On dit que c'est une personne perdue de vue, ils sont à la recherche, ils ne trouvent pas. Deuxièmement, ça s'appelle les familles, ils ont tout fait de leur mieux, ils n'en peuvent plus, ils sont dépassés et ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Ils peuvent faire, ils vont les laisser errer et tout ça. Donc, la responsabilité, moi je pense que la responsabilité, c'est une responsabilité sociétale. Voilà. Dans une société, on ne peut pas laisser des malades mentaux errer. Donc, cela suppose que c'est une décision politique qui peut aider. Et cette décision politique, c'est de voter un budget. Bon, il y a des pays qui disent que pas plus de malades mentaux errants dans le pays. Donc, cela suppose qu'on va créer un centre, on va disponibiliser des ressources pour les prendre en charge et on va aussi essayer de travailler à leur réinsertion. Parce que la santé mentale, c'est ça. C'est de traiter, d'abord, la personne est guérie, est rétablie. Voilà, quand on parle de rétablissement, il y a certains tours où on guérit, l'autre, les malades mentaux errants. Donc, c'est le rétablissement. Après le rétablissement, il faut les réinsérer avec un travail et tout ça. Donc, c'est la société qui doit s'en occuper. Et à certains pays aussi, on a des ONG, voilà, des ONG ou des associations de bénévoles qui prennent en charge cela. Donc, c'est nous tous, à chacun de nous, on a la possibilité d'agir et de changer la situation et tout ça. Sinon, la responsabilité reste partagée et chacun de nous, on en est responsable de ce qui se passe. Et n'oublions pas, nous tous, nous avons la possibilité un jour de devenir un malade mental errant. Si notre famille n'est pas à côté pour prendre soin de nous. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour cette réponse. Maintenant, un message qui nous est adressé dans le chatbot qui nous vient de la part de docteur Abdelaziz, disant que bonsoir aux organisateurs, moi je suis docteur Abdelaziz. J'ai été invité par docteur Innocent, mon camarade à l'université Joseph Kizerbo. Je suis rhumatologue et actuellement en DFMSA à l'université de Lille. S'il y a encore du temps, je serai aussi très content de parler de rhumatologie. Et docteur, bon, nous avons vraiment pris par le temps. Nous sommes déjà pratiquement à 2 heures. C'est une plateforme qui est là. Nous organisons souvent des webinaires pareils. Là, vous aurez la chance d'intervenir très prochainement. Merci beaucoup. Dans le chat box, les questions sont finies. Parmi les participants, s'il y a d'autres questions, vous pouvez directement lever la main et nous vous donnerons la parole. Vous pouvez la poser directement. S'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas de lever la main. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons maintenant donner la parole au responsable de formation de Wikaya Plus pour son mot, monsieur Docteur Youssouf Seyd, s'il est parmi nous. Docteur Youssouf Seyd, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, cher Vadim. Merci à nos participants du jour, à savoir Docteur Innocent et Docteur Hassan Diaby, un de nos maîtres, ainsi qu'à Docteur Alphonse Nikema.
Merci pour la disponibilité, merci pour l'accompagnement. Donc, on sait que vos temps sont assez pris. Donc, je ne vais pas trop parler de Chafadine, si tu me permets, mais je tenais à ce que tous nos représentants ou bien nos participants puissent être remerciés parce que ça nous tient à cœur. Et aussi à toi, merci beaucoup Chafadine pour cette brillante modération. Et je te donne la parole pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous voilà maintenant au terme de ce rencontre, de ce webinaire. Chers participants, c'est un plaisir de vous avoir ici et à cette séance qui est consacrée aux spécialités médicales. Comme vous le savez, il y a eu déjà un premier numéro qui a été animé suivant un thème, l'aperçu global, un deuxième numéro pour les spécialités chirurgicales et un troisième numéro, c'est là, qui est consacré aux spécialités médicales. Nous tenons également aussi à remercier très chaleureusement nos trois intervenants, Dr Kodengar Inonsa, Dr Hassan Diaby et Dr Alphonse Nikiema, qui sont respectivement DES en médecine interne, hématologie clinique et psychiatrie, pour leur disponibilité et la richesse de leur partage. Merci également à vous toutes et tous les participants pour votre réaction et pour vos questions qui ont été très instructives. Le choix d'une spécialité est un chemin qui se construit avec passion, engagement et une lucidité. Et nous espérons que ce soir, vous avez trouvé des pistes et des moyens très utiles pour votre réflexion. Merci beaucoup à tous et à toutes. Restons connectés pour la suite de notre atelier d'orientation médicale sur Wikaya+. Très belle soirée à toutes et à tous. Encore merci beaucoup à chacun de vous pour la disponibilité. Sur ce, bonne soirée à tous. Merci.